à toutes et tous et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de leur recherche en histoire. André Loez au micro, j'espère que vous êtes bien remis des rendez-vous de l'histoire de Blois si vous y étiez. Et on va repartir pour des horizons plus lointains. Le thème c'était la France et on a enregistré une émission en public qui porte sur Ernest Renan, sa conception de la nation. Elle sera diffusée dans pas très longtemps, mais pour l'instant, j'ai le plaisir d'être avec Antoine Lilti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur au Collège de France, directeur d'études à l'EHESS. Vous avez signé un livre que j'ai trouvé passionnant, intitulé « L'illusion d'un monde commun, Tahiti et la découverte de l'Europe », publié chez Flammarion. Et j'ai parlé d'horizons lointains parce qu'effectivement, c'est une enquête qui se situe entre la France, l'Europe, l'Angleterre, et puis le monde lointain du Pacifique Sud, le monde de la Polynésie, de Tahiti, où vous choisissez de suivre à la trace les quelques Tahitiens qui sont venus en Europe et d'inverser le regard habituellement porté sur cet espace, qui est un regard toujours à travers le regard des savants, des auteurs, des philosophes européens. Là, cette fois, on va essayer de comprendre le regard des Tahitiens, ce qui est évidemment doublement difficile quand on n'est pas Tahitien soi-même, on y reviendra peut-être, et difficile aussi parce qu'ils n'ont pas écrit ou pratiquement pas écrit, donc il faut arriver à les retrouver derrière les écrits d'autres. Donc c'est une belle tentative d'histoire symétrique et de comprendre comment fonctionne cet épisode très spécifique des Lumières. Alors peut-être pour commencer, comme votre livre part d'un texte fameux, le texte de Diderot, le supplément au voyage de Bougainville, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Bougainville et pourquoi Bougainville et son expédition vers les mers australes étaient importantes dans la France et même l'Europe du XVIIIe siècle? Oui, bien sûr. Alors, Bougainville était un officier français qui a participé, c'est le passage le moins connu habituellement, parce qu'on commence avec son voyage autour du monde, mais il a d'abord participé à la guerre de 7 ans en Nouvelle-France et à la défaite de la France face à l'Angleterre et à la perte du Canada, ce qui a été pour lui un choc assez important. Et ensuite, après, au moment de la paix, il était interdit de combat en Europe. Il avait été libéré puisqu'il avait été fait prisonnier. Et il s'est au fond reconverti d'une part dans les voyages maritimes, mais tout en ayant toujours en tête la lutte et la rivalité impériale avec l'Angleterre. Donc ça, c'est un point important parce que ça veut dire que son voyage autour du monde, cette grande exploration qu'il va mener, elle a au départ à la fois un horizon et un but scientifique, exploration, mais aussi un but impérial qui consiste à découvrir pour la France de nouvelles terres qui pourront être des points d'appui, notamment dans la perspective du commerce et de la contrebande avec la Chine, qui devient à ce moment-là un horizon important. Et puis, il va il est proche de Choiseul, il est protégé par Choiseul, il va se faire confier en 1766 une mission d'un voyage autour du monde qui a plusieurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais qui a plusieurs objectifs et donc c'est le premier. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que d'une part, parce que c'est le premier voyage organisé par une expédition française autour du monde, le premier tour du monde français. Deuxièmement, parce qu'il va avoir une répercussion important dans l'opinion, notamment parce que Bougainville, dès son retour, va publier le récit de son voyage, qui est une sorte de petit best-seller, ce voyage autour du monde, qui va d'ailleurs susciter des réponses, et notamment celles, ou des commentaires, et notamment celles de Diderot. Et puis enfin, troisièmement, parce que dans le voyage et dans le récit du voyage, il y a un épisode qui ressort très fortement, qui est la découverte de la Polynésie, et notamment l'escale à Tahiti. C'est une escale qui n'a pas duré très longtemps. Les Anglais vont passer beaucoup plus de temps à Tahiti. Elle dure 10 jours, mais elle est un choc très profond à la fois pour Bougainville lui-même et ses officiers qui ont l'impression de découvrir une sorte de paradis terrestre et surtout pour l'opinion publique française. Une opinion publique qui, au sens de l'opinion lettrée des gens que ça intéresse, qui malgré tout depuis 2 siècles commence à avoir de plus en plus de familiarité avec des gens venus d'ailleurs. On sait que Montaigne a rencontré ou a dit qu'il avait rencontré des Indiens d'Amazonie, des Amérindiens, mais qu'également des chefs indiens ou des Africains étaient de plus en plus présents par des voyages, par des présences en Europe. On a reçu à ce micro pour la dernière émission Julie Luprat qui évoquait tout le monde des serviteurs noirs, esclaves, ramenés en France par des armateurs, des marins, Rochelais, Nantais, Bordelais, etc. etc. Autrement dit, le fait que Tahiti existe et qu'il y ait des Tahitiens qu'on puisse rencontrer n'est pas une expérience de l'altérité radicalement nouvelle. On est déjà dans un espace où l'interrogation sur l'autre et sur l'autre lointain et sur l'autre dont on dit qu'il vit plus simplement et qu'il serait plus noble et plus pur parce qu'il est loin de la corruption européenne, ça fait déjà un certain temps que c'est présent dans les esprits.
Oui, absolument. Mais ça c'était donc depuis le XVIe siècle. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui effectivement est redécouvert. À la fois la présence indienne, c'est des centaines et des centaines, voire des milliers en fait d'Amérindiens qui, alors en Angleterre, mais aussi en France, en Espagne, sont présents en Europe depuis le XVIe siècle, comme domestiques, comme ambassadeurs, comme voyageurs, etc. Et puis évidemment, faites allusion à la présence d'esclaves ou d'affranchis, à peu près 5000 en France au XVIIIe siècle, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ce qui est intéressant, c'est que y a une bascule qui se fait depuis l'Amérique vers le Pacifique. Et ça, c'est quelque chose que les 18e souvent savent bien, mais n'ont pas totalement pris en compte, ne serait-ce que parce qu'il y a une sorte de tropisme atlantique très important dans les études sur les Lumières, ce qui est légitime parce qu'il y a la question de la traite et il y a la question de l'esclavage qui est fondamentale. Mais en réalité, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'exploration du Pacifique, la rencontre avec ces sociétés polynésiennes, est à la fois évidemment dans la continuité de ce qui s'est fait, mais procède à un véritable renversement parce que à ce moment-là, au XVIIIe siècle, l'Amérique, et notamment les Amérindiens, ou a fortiori les esclaves africains, sont en fait totalement entrés dans l'histoire. C'est dans une histoire qui est déjà une histoire partagée, mais qui est une histoire partagée sous le signe de la colonisation, de la domination, mais qui est déjà là. Or, avec la Polynésie, il y a cette impression, cette fiction de découvrir une société et une population radicalement autre. Et donc, ça relance en fait le débat sur l'altérité. Ça le relance à un moment où, par ailleurs, un certain nombre de penseurs posent la question des origines des sociétés humaines, de ce qu'aurait été l'état de nature, des conditions dans lesquelles un contrat social aurait été posé. Donc ça veut dire qu'il y a à la fois cette préoccupation très concrète de marins, de militaires pour l'océan austral, ses ressources, les cartes qui permettraient d'y arriver, puis des spéculations beaucoup plus abstraites sur ce qu'est l'humanité, est-ce qu'elle est une ou est-ce qu'elle est multiple, et puis ce qu'est l'état de nature. Donc c'est aussi ce contexte-là qui fait qu'il y a un intérêt renouvelé. Oui, bien sûr. Alors, la chose à laquelle on pense habituellement, c'est Rousseau, évidemment, puisqu'on a quelques années avant le voyage de Bougainville, on a le discours sur les origines de l'inégalité de Rousseau qui met en scène justement la confrontation entre une humanité primitive, première, qui serait marquée du côté de l'innocence et de la nature, et puis une civilisation corrompue. Et on a parfois d'ailleurs voulu faire de Bougainville une lecture rousseauiste. En réalité, les choses sont plus compliquées parce que c'est au-delà de Rousseau, on a effectivement toute une série de débats, peut-être que ce sont des débats qui sont vraiment au cœur de la pensée des Lumières, c'est la question de la valeur de la civilisation, à la fois parce qu'un des grands récits historiques des Lumières, c'est le récit du passage de la barbarie à la civilisation sur le modèle européen lié au commerce, à la cour, etc. Mais aussi, ce qui est moins connu, c'est déjà l'inquiétude dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle d'être allé trop loin sur le chemin de la civilisation. Alors évidemment, aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu curieux, mais beaucoup de penseurs des Lumières progressistes ne sont pas du tout des optimistes béats qui pensent que le progrès doit continuer sans fin, mais ils ont même plutôt souvent l'impression d'être déjà entrés dans un moment de corruption sociale. Et donc c'est pour ça que cette Tahiti est bonne à penser pour les philosophes des Lumières, parce qu'elle les confronte à une question, à un enjeu qui est fondamental pour la représentation même qu'ils se font de l'histoire. Et bonne à penser pas seulement par des récits, des textes et des narrations, mais aussi par des personnes, puisque Bougainville est arrivé en Europe avec un Tahitien qui s'appelle Aotourou. Et donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un en chair et en os qui va susciter de l'intérêt, puis après du désintérêt, on va en parler. Et donc, si on en vient au projet du livre, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faisait là, lui et les autres qui sont partis également pour l'Angleterre ou l'Amérique espagnole. Qu'est-ce qu'il faisait là? Et du coup, c'est le pari d'essayer d'écrire cette histoire à parts égales. Alors, on sait, et c'est une allusion au titre de Romain Bertrand, son livre de 2012, on sait que c'est à la fois très important et très compliqué à faire, parce que ces Tahitiens, ils n'ont pas laissé autant de sources qu'on aimerait. Du coup, comment vous avez essayé de positionner cette curiosité que vous aviez, en vouloir faire exister le point de vue tahitien et les logiques de ces Tahitiens venant en Europe, et évidemment les difficultés documentaires. Oui, alors ça c'est une très grande, importante question. Alors,
le livre ne peut pas être un livre d'histoire à parts égales au sens de Romain Bertrand, puisque dans la proposition qu'il faisait, l'égalité, la symétrie venait surtout d'une symétrie de traitement des documentations. C'était le geste historiographique très fort du livre de Romain Bertrand. C'était pas juste une espèce de justice morale à chacun son dû, mais l'idée qu'il fallait traiter de manière symétrique les documentations, mais parce qu'il avait toute une documentation malaise, en langue malaise. Et en l'occurrence, la Polynésie, les sociétés polynésiennes sont des sociétés de l'oralité au XVIIIe siècle. Et donc, on a quelques sources polynésiennes, mais qui sont plus tardives. C'est la tradition orale telle qu'elle a été collectée par les missionnaires au XIXe siècle. Donc, pour des tas de raisons que je ne vais pas développer là, je me méfie énormément. Mais c'est très important, on y reviendra peut-être, parce qu'effectivement, il y a parfois la tendance à dire, les missionnaires ont dit que les gens leur avaient raconté que, etc. Donc, voilà comment ça se passait à Tahiti en 1750. En fait, on en sait, si on veut être rigoureux, on n'en sait pratiquement rien. On a beaucoup de mal à s'appuyer sur ces réécritures et transformations d'une oralité elle-même incertaine. C'est pas du matériau comme on a besoin d'en avoir pour faire la charpente d'un raisonnement historique. Absolument. Et on a des sources qui sont des sources archéologiques, qui sont des sources qui permettent quand même de comprendre un certain nombre de choses. Heureusement, on a quand même des archéologues, des anthropologues qui permettent de connaître un certain nombre de choses sur les sociétés polynésiennes de manière générale. Mais globalement, c'est une histoire qui qui s'écrit à partir de sources européennes. Donc ça, c'est le premier l'élément. Et donc, en même temps, donc le pari, c'était d'écrire une histoire qui prenne en considération, qui soit écrite au moins en partie en suivant le point de vue et les trajectoires, en suivant les trajectoires de ces Polynésiens à partir de sources européennes. Et là, la solution, en tout cas ce que j'essaye de faire, c'est de repérer dans les sources des moments, au fond, de contradiction, des moments où ces sources, elles sont européennes, mais elles ne sont pas homogènes. Elles ne disent pas toutes la même chose. Et donc là, c'est dans des tas de moments où apparaissent dans les sources des contradictions, des tensions internes et des éléments qui permettent de restituer quelque chose qui se joue de la réalité polynésienne, et puis des choses parfois tout simplement qui sont dites, mais qu'on n'avait jamais regardées de très près, et notamment les journaux de voyage, les journaux des officiers de bord qui consignaient toute une série d'éléments et qui permettent par exemple de répondre très clairement à la question de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là. Eh bien, ils se sont embarqués, je parle d'Aotourou, plus tard de Maï, de Tupac, ils se sont embarqués de leur plein gré, et là il n'y a aucun doute sur la question. Alors j'ajoute un point parce que je trouve que c'est un point méthodologique qui est très important, et moi je l'avais croisé sur 14-18 par exemple, c'est que on peut pas, y a parfois un réflexe hyper critique qui consisterait à dire c'est point de vue européen, donc le témoignage ne vaut rien. Et en fait, ces témoignages, ça vaut avec les officiers de la Grande Guerre, etc. Mais en fait, quand c'est des textes qui ne sont pas simplement discursifs, mais qui racontent des situations sociales partagées, c'est-à-dire qu'il s'est passé telle chose, tel personnage a apporté tel objet, il n'y a pas nécessairement un point de vue européen dans le récit d'une interaction. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des points de vue et il y a des jugements de valeur. Donc là, on peut décoder, on peut dire, alors voilà, si Diderot écrit ça, c'est parce qu'il a tel jugement ou tel cadre de pensée philosophique qui l'amène à juger ainsi l'autre qu'il met en scène. Mais si le récit consiste à dire j'ai croisé Aotourou, il se promenait à 5 heures, il n'y a pas de nécessité de supposer qu'il y a un biais européen dans la restitution d'une situation sociale ordinaire, d'autant que plusieurs autres sources permettent de le croiser. Alors c'est vrai. En même temps, il n'y a pas forcément de biais européen, il y a des biais comme toutes les sources, c'est-à-dire que parfois ils ne comprennent pas. Alors même quand ils décrivent une situation, ce qui est très intéressant, c'est que parfois ils se trompent. Ils ne comprennent pas exactement ce qu'il se passe, ils essayent d'interpréter, mais parfois ils reconnaissent qu'ils ne comprennent pas. Et donc dans ces cas-là, ça donne déjà une source. Ou alors, il y a des propos, il y a des fois des commentaires, même dans l'interaction. Lorsque Bougainville dit que sur le bateau, il a de longues conversations avec Aotourou, on s'interroge, je m'interroge, je voudrais que le lecteur s'interroge avec moi pour savoir de quelle nature étaient ces conversations, puisqu'ils n'avaient pas véritablement de langue commune. Donc il y a plein de moments qui sont des moments, même dans la description d'interaction, qui restent énigmatiques. Il peut y avoir des biais multiples, mais néanmoins, c'est comme toutes les sources en fait en histoire, et donc elles relèvent du même traitement méthodologique que toutes les sources en histoire. Alors, vous indiquez aussi qu'il y avait un autre risque de l'entreprise qui consisterait à combler les vides par de la fiction. Et il y a des gens qui s'y essayent parfois et avec des résultats. Alors ça dépend aussi du curseur historiographique, mais
qu'on peut ne pas juger convaincant. Et puis, un autre risque, qui est cette fois un risque peut-être plus moral ou politique, qui consisterait à en faire des héros et à dire, voilà, je vais raconter l'histoire héroïque à rebours de la domination, je vais faire exister des gens, je vais montrer leur agency, et je vais montrer qu'ils ont été... c'est des choses dont vous avez conscience dans l'écriture. Oui, absolument. C'était pas le but. En fait, le but, c'était vraiment de croiser deux interrogations. L'une qui est celle dont je viens. Moi, je suis un historien de l'Europe, je suis un historien des Lumières. Et donc, au fond, mon point de départ était quand même la question de savoir ce que cette rencontre et ce que ces visiteurs avaient fait à la pensée des Lumières. Mais cette histoire, on ne peut plus justement la raconter uniquement comme ça. Elle implique de prendre au sérieux et de prendre véritablement en considération ce que fut l'expérience de ces Polynésiens. Et c'est là qu'on restitue de la symétrie. Mais pour autant, ce serait absurde ou, à mon avis, une pure position morale de vouloir renverser entièrement les choses, de faire des Européens uniquement les méchants et d'héroïser Aotearoa, Maï. C'est plutôt, je dirais que le geste qui m'a servi tout en m'en méfiant, c'est plutôt un geste de l'empathie. C'est-à-dire d'essayer véritablement au maximum des possibilités de la documentation, de rendre justice à leur raison d'agir et à leur destin, pour aussi essayer de faire confiance à une part de récit de leur trajectoire. Alors ces trajectoires, on peut les scander grossièrement en 3 temps. Il y a le temps de l'arrivée des Européens à Tahiti, le temps de l'arrivée des Tahitiens en Europe, et puis le 3e temps plus incertain, on y reviendra, qui est le temps du retour, du possible retour ou de l'impossible retour, puisque certains ont cherché à regagner Tahiti, mais ça n'a pas toujours été possible ni simple. Ce premier temps, le temps de l'arrivée, en l'évoquant, on doit évidemment s'affronter à l'énorme massif d'images construites, de cette image idyllique où tout d'un coup des pirogues entourent les navires, des femmes splendides se dévoilent, leur pagne tombe et on voit des Vénus, et puis on arrive dans un paradis terrestre où tous les fruits et les animaux sont en abondance, et on comprend qu'en plus c'est des marins qui crèvent de faim, ils n'ont rien mangé depuis, ils ont tous le scorbut, ils sont tous malades, et du coup ils arrivent dans un endroit absolument paradisiaque. Comment on fait pour casser cette image, dont on sait maintenant par beaucoup de travaux que c'est une image évidemment très, très trompeuse? Qu'est-ce qu'on a comme indice qui permet de remettre un petit peu en cause ce bloc, encore une fois, tellement puissant, tellement structurant du paradis terrestre qu'est cette arrivée à Tahiti? Alors, on a plusieurs éléments. D'abord, on a là encore la confrontation des sources. À l'intérieur même d'un voyage, par exemple le voyage de Bougainville, si on compare le récit que Bougainville en a fait publier, j'ai évoqué tout à l'heure, dans son voyage autour du monde, qui a été, ou encore d'autres textes qui ont circulé dans l'espace public au XVIIIe siècle, et qu'on les confronte aux journaux de bord qui sont restés manuscrits, qui n'ont pas été publiés à l'époque, ils ont été publiés ensuite au XXe siècle par Étienne Taïmit, mais qui à l'époque n'ont pas circulé, on voit déjà une énorme différence. Et même dans le journal de bord de Bougainville, c'est-à-dire que dans son récit publié, il insiste effectivement sur ses relations amicales, affectueuses, paradisiaques. Dans son journal de bord, il insiste aussi beaucoup sur les conflits, sur les moments de violence, sur les incompréhensions. Le rapport à la sexualité est beaucoup plus ambigu. Et là, ce ne sont plus des Vénus nues, mais ce sont... selon une formule qu'il utilise à un moment, la jeune victime du devoir hospitalier. Donc déjà, on a des choses beaucoup plus ambiguës. On sent bien qu'en réalité, ils comprennent quelque chose du malaise qui se constitue. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la mise en comparaison. Parce que si on reste sur le voyage de Bougainville, effectivement, on a quand même l'impression de quelque chose qui est un peu idyllique. Mais dès lors qu'on élargit à la décennie et aux autres voyages, d'abord, on s'aperçoit qu'il y a une scène antérieure. Les Français pensent qu'ils sont les premiers arrivés. Dans l'historiographie française, très souvent, c'est quelque chose qui est repris, l'idée que Bougainville arrive à Tahiti et découvre une île qui était totalement à l'écart du monde. D'une part, elle ne l'était pas du tout, mais par ailleurs, quelques mois plus tôt, un Anglais, Samuel Wallis, est arrivé à Tahiti. Il y a une scène inaugurale qui est la véritable scène du premier contact et qui est une scène de bataille navale, puisque les Tahitiens essayent de prendre le navire d'assaut et Wallis répond par une canonnade, des pirogues sont coulées, des Tahitiens sont tués. Et donc tout ce qui se passe après
les Bougainville et plus tard Cook en ont en partie conscience ou pas du tout, mais tout ce qui se passe après se passe à l'ombre de cette scène inaugurale. Donc ce déplacement par la comparaison et par la mise en série et le décloisonnement aussi national européen de ces voyages permet de déplacer cette représentation mythologique du paradis terrestre. Et de la déplacer aussi en prenant en compte l'historicité des sociétés tahitiennes et le fait qu'on est dans une région qui n'était pas du tout idyllique, qui était marquée par des guerres très profondes. Et c'est probablement le plus gros malentendu. Il y a tout le livre, évidemment, est une histoire de malentendu. Mais l'un des plus gros malentendus, c'est que les Européens ne comprennent pas qu'ils arrivent dans un monde en plein conflit, que quand des gens leur demandent des choses et leur demandent de monter sur leur bateau, etc., ils ne le font pas pour simplement l'affection qu'ils ont ou l'amitié qu'ils leur portent, mais parce qu'ils espèrent que ces nouveaux arrivants vont les aider à reconquérir un lieu dont ils ont été chassés, à prendre part à des affrontements. Autrement dit, il y a des logiques locales guerrières qui leur échappent totalement. Absolument, de même ce qui leur échappe, c'est à quel point ce sont des sociétés extrêmement hiérarchisées, avec une noblesse, un chef de clan, une sorte de noblesse héréditaire, avec des catégories populaires qui sont très largement dominées. Et donc, ils le perçoivent un peu. Alors, il faut nuancer, on dit les Européens. Bougainville, effectivement, pendant son voyage, ne comprend pas du tout ça. Il commence à le percevoir un peu grâce justement au rôle d'informateur ethnographique que va jouer Aotourou un peu plus tard, notamment pendant l'année que dure le voyage vers la France. Les Anglais qui, eux, vont rester plus longtemps, vont passer plusieurs séjours longs, vont venir 3 fois, vont le comprendre au bout d'un moment, et notamment parce qu'eux vont apprendre le tahitien, donc, en tout cas certains d'entre eux. Donc, lors du 3e voyage, Cook a très bien compris ce dont il s'agit. Mais effectivement, ce sont des sociétés, ce sont des îles qui ne sont pas du tout isolées. C'est un réseau, la Polynésie, c'est un réseau d'îles entre lesquelles il y a des échanges, il y a de la navigation et il y a des guerres. Et ça, c'est important parce que ce que j'ai compris en comparant les différents cas, c'est qu'aussi bien Aotourou qui s'embarque avec Bougainville, que Mai qui s'embarque avec Cook, que Tupaya qui va aussi s'embarquer avec Cook, viennent tous, non pas de Tahiti, mais de Raiatea, qui est une île à l'ouest de Tahiti, qui est le centre religieux en fait des îles de la société. Et ce sont en fait des réfugiés. Ce sont des réfugiés politiques qui ont été victimes, qui ont été chassés de leur île par les guerriers de Bora Bora et qui cherchent en fait une alliance militaire, qui cherchent des armes. C'est très probable pour Aotourou, j'en ai pas de certitude, c'est une hypothèse, mais pour Mai, c'est une certitude absolue. Il l'a lui-même dit lorsqu'il était en Angleterre à plusieurs reprises. Il est là en mission diplomatique et militaire. Et donc ça, pour comprendre qu'il n'a rien du bon sauvage étonné, mais qu'il est quelqu'un qui a parfaitement compris la puissance de feu des Européens, il faut restituer cette histoire, cette historicité des sociétés polynésiennes. Et puis, il y a évidemment un point tout à fait majeur, parce que ça a alimenté tout un imaginaire d'abord des Lumières et ensuite des siècles suivants européens. C'est cette idée d'une disponibilité des femmes tahitiennes pour l'amour et pour le plaisir libre et une sexualité libérée des contraintes. Et on se rend compte en lisant que les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, vous appuyez notamment sur un anthropologue, Serge Tcherkezov, qui, lui, va très très loin. Et vous ne le suivez pas entièrement, mais mais vous restituez sa thèse. Et en gros, il explique que ce n'était pas du tout des jeunes femmes qui s'offraient librement à des marins européens, c'était des jeunes filles qui étaient, en gros, forcées de se soumettre à une forme de viol un peu ritualisé pour capter, en quelque sorte, le mana, le pouvoir de ces nouveaux chefs sur lesquels on espérait avoir une emprise. Autrement dit que si on restitue le cadre et le système de pensée des insulaires, c'est pas une sexualité libre. Et d'ailleurs, il y a quelques indices chez Bougainville ou ces marins qui le signalent, puisque on se rend compte en fait que certaines de ces femmes pleurent, qu'on est très très loin de l'image du pur plaisir sexuel. Alors, c'est très important, oui, je prends le temps de restituer la thèse de Tcherkezov, même si effectivement, je vais expliquer pourquoi j'y apporte quelques nuances, mais parce qu'il est le premier à avoir effectivement mené ce travail. Je signale à nos auditeurs et auditrices que son livre est en ligne sur Cairn, l'un de ses livres est en ligne sur Cairn, donc on peut aller lire ses analyses de manière détaillée. Et donc voilà, c'est un travail important à partir à la fois de sa connaissance des sociétés polynésiennes
et par ailleurs d'une lecture très, très fine de l'ensemble des témoignages, il a complètement, alors lui, détruit ce mythe de l'hospitalité sexuelle. Son livre s'appelle, le plus important sur ce sujet s'appelle Jeune fille, 1768, Jeunes filles en pleurs à Tahiti. Donc le titre dit bien quelque chose. Donc ça a complètement déplacé, ce qui est malheureusement, ça a été très peu lu par les européanistes. C'est un livre que les spécialistes de la Polynésie connaissent, mais les spécialistes de l'Europe du XVIIIe siècle ne le connaissent pas ou le citent peu, ce qui est regrettable. Et on peut compléter en disant que cette idée de liberté sexuelle du monde insulaire pacifique, elle avait été redoublée par les observations ethnographiques de Margaret Mead en 1912, et qui là aussi ont été revisitées, parce qu'il y a eu des travaux critiques montrant que ces carnets de terrain ne disaient pas tout à fait ça, et qu'elle-même était prise dans une... Voilà, en tout cas que l'image qu'elle avait donnée de l'adolescence, de la liberté sexuelle à l'adolescence, très prisée par les sexologues des États-Unis au XXe siècle, ne correspondait pas forcément non plus aux réalités polynésiennes. Enfin voilà, il y a tout un emboîtement de déconstruction des savoirs prétendument établis sur ces pratiques. Absolument. C'est d'ailleurs la thèse de Tcherkezov, c'est le point de départ de Tcherkezov. En fait, c'est la remise en cause et la critique de Mead, qui porte pas sur Tahiti, il faut le rappeler, mais sur Samoa, mais qui effectivement a joué un rôle très important. Et la thèse de Tcherkezov, c'est qu'au fond, Mead, malgré ses qualités d'anthropologue, dans son livre sur l'adolescence et la sexualité à Samoa, est victime de deux choses. Elle est victime, d'une part, des informatrices locales qui, au fond, lui racontent un peu ce qu'elles veulent. Et puis, elle est victime, justement, du mythe qui, depuis le XVIIIe siècle, et qui a été relayé au XIXe siècle par Pierre Loti, par Gauguin, etc. Et donc, ce mythe qui a la vie extrêmement dure, et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, continue à être relayé par l'industrie culturelle, par le tourisme, etc. Ce mythe des vainés, ce mythe de la liberté sexuelle à Tahiti, eh bien, elle en aurait été aussi victime à son corps défendant. Mais donc ça, c'est important, mais du coup, c'est vrai que ça inscrit le travail de Tcherkezov à l'intérieur de débats propres à la discipline anthropologique. Et là, on voit évidemment les limites. On a beau faire beaucoup d'interdisciplinarité, on voit bien que les disciplines, surtout lorsqu'elles sont renforcées par des spécialités géographiques, ont des effets délétères de manque de croisement en fait des réflexions. Alors, le livre de Tcherkezov est important. J'ai tendance à penser, je le dis dans le livre, qu'il généralise excessivement à partir de quelques indices. Alors, effectivement, on a quelques indices comme quoi, qui prouvent que certainement, dans certains cas, les femmes avec lesquelles les marins ont eu des relations sexuelles étaient étaient d'abord très jeunes et sans doute forcées. Non pas par les Européens, ça c'est quand même pour pas non plus totalement caricaturer, mais plutôt par la société polynésienne elle-même. Je ne suis pas entièrement sûr de l'interprétation sur l'idée qu'il s'agit de rituels de captation du mana. Je dirais deux choses. D'une part, c'est qu'il y a un certain nombre de cas qui ne semblent pas rentrer dans ce modèle-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse d'une sorte d'hospitalité sexuelle comme les Européens l'ont pensé, mais beaucoup plus d'une logique en fait d'échange et de commerce. Et ça, on le voit très bien se mettre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas en tout cas pour un certain nombre de femmes, pour les femmes non mariées, parce qu'il y a aussi une différence très nette, c'est que les femmes mariées n'ont pas de relations sexuelles avec les marins. Il y a un interdit de même type. Mais on a des relations qui, très vite, s'inscrivent dans des formes à l'intérieur des logiques d'échange et de commerce qui se mettent en place très vite entre les Polynésiens et les Européens. Donc voilà, je nuancerai la lecture, disons, effectivement, très rituelle et religieuse de Tcherkezov. Ce qui est important, parce que c'est une des citations que j'ai relevées dans votre livre, vous faites à ce propos l'hypothèse qu'il existe, je cite, une rationalité universelle de l'action humaine. Et alors, pour bien comprendre ce qu'il y a derrière, ça veut dire que, de la même manière qu'on ne peut pas présupposer que les Tahitiens auraient eu des formes d'hospitalité sexuelle qui nous paraîtraient totalement aberrantes, on ne peut pas non plus leur assigner à tous et à toutes une irrationalité religieuse qui serait uniquement guidée par un ritualisme que tout le monde devrait respecter et qui peut aussi y avoir des formes plus ordinaires de rencontres sexuelles liées à du troc ou liées à de l'échange. Autrement dit, que des rationalités ordinaires peuvent exister. C'est pas parce qu'ils sont tahitiens qu'ils sont tellement radicalement autres qu'on ne pourrait les interpréter qu'au prisme d'un système de pensée
totalement différent. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire les choses. C'est tout à fait ça. Alors, si on rentre un peu dans le détail, là encore, c'est un dialogue avec d'autres anthropologues, et notamment avec le grand anthropologue américain de l'Océanie et de la Polynésie, qui est Marshall Salins, qui a écrit un livre très fameux sur la mort de Cook, et avec cette idée que James Cook, comment il meurt un peu plus tard à Hawaï, en fait meurt parce que les habitants d'Hawaï l'ont pris pour un dieu et ont pratiqué sur lui un rituel qui est celui du dieu qui meurt. Et donc, parce que ça coïncidait avec leur calendrier, donc ça se serait inséré complètement dans le cadre des croyances locales. Voilà. Alors, Marshall Salins, c'est un immense anthropologue, son livre est très brillant et très convaincant, mais jusqu'à un certain point, mais il s'inscrit aussi dans un moment qui a été d'une anthropologie culturaliste et qui, avec de très bonnes intentions, a considéré qu'il était à la fois scientifiquement valide et moralement juste de rendre à ces sociétés non européennes, de les réinscrire dans une culture homogène, cohérente et radicalement différente de la rationalité européenne. Voilà, et que c'était les respecter, que finalement rendre leur logique propre, interne à leurs actions. Alors, bon, alors je suis pas le premier, il y a eu d'autres critiques qui ont été faites à Salins ou d'autres critiques qui ont été faites à ce modèle, par exemple sur le Mexique, cette idée que les populations autochtones, lorsqu'elles voient arriver les Européens à l'époque moderne, les prennent pour des dieux et sont alors soit paniqués, soit en tout cas réagissent comme s'ils avaient affaire à des dieux. L'idée que ça, c'est un peu aussi une mythologie européenne qui se met en place à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est une critique qui a été faite par d'autres anthropologues et qui a été faite par des historiens et des historiennes plus récemment. Sur le cas de Tahiti, en se situant vraiment au niveau des sources, moi, ce qui m'a frappé énormément, c'est que on voit très vite des formes, au fond, de coordination de l'action, pour parler comme les sociologues, qui fonctionnent très bien. C'est-à-dire que, par exemple, le troc marche très très bien. Le passage d'une rivalité, d'une tentative d'affrontement militaire à des formes beaucoup plus pacifiques d'échanges qui permettent d'obtenir ce que l'on veut est aussi tout à fait se met en place. Et puis, on voit aussi une capacité à communiquer, à échanger des informations, à se mettre d'accord, qui font que moi, en ayant lu de près et systématiquement tous ces récits, j'ai vraiment absolument pas l'impression que les Tahitiens prennent les Européens pour des dieux. Alors, ou même pour des manifestations divines, puisqu'en fait, un des problèmes, c'est qu'évidemment, il ne faut pas non plus projeter sur la religion polynésienne notre propre conception du dieu, que des dieux comme étant quelque chose, étant totalement dans une pure transcendance. Mais néanmoins, je pense plutôt qu'ils les voient comme des étrangers puissants, comme des voyageurs puissants, et donc ça amène plutôt à faire l'hypothèse, en tout cas, de travail, qui est celle d'une rationalité commune. Alors cette rationalité commune, c'est peut-être ce qui justifie le fait qu'à Autourou, il monte sur le bateau, il ne demande pas vraiment la permission, il s'accroche au bastingage et au banc, et il finit par arriver sur le bateau, et en gros, il fait bien comprendre qu'il s'embarque volontairement. Alors ça, c'est très important, parce que un certain nombre des autres figures qu'on a évoquées précédemment, qu'il s'agit des esclaves, ou même de certains Amérindiens, avaient été embarqués de force et un peu exhibés. Colomb revient en Espagne, il a des spécimens à montrer. C'est pas vraiment le cas des personnages dont vous parlez. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, en fait, ni Bougainville ni Cook ne voulaient emmener des Polynésiens avec eux, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça ne les exonère pas des formes de violence qu'ils vont exercer, mais les Européens, ces voyageurs européens du XVIIIe siècle, se pensent comme des grands humanistes. Et donc, ils se pensent radicalement différents, justement, des conquistadors espagnols ou même des colons du siècle précédent. Et ils ne veulent surtout pas prendre la responsabilité de Polynésiens dont ils ne savent pas comment ils feront ensuite pour les ramener dans leurs îles. Et à aucun moment, ils n'imaginent prendre des captifs ou même tout simplement, ou encore moins, des esclaves. Et c'est vraiment parce qu'à Autourou, ou Tupaia, Omai, ils vont insister pour s'embarquer qu'ils vont les prendre à bord. Donc ça, de toute évidence, ça c'est une chose qui est très claire, ce ne sont pas des captifs,
ils ne sont pas emmenés pour être montrés comme des bêtes de foire ou on n'est pas dans le modèle des zoos humains. C'est pas du tout ce modèle-là. C'est vraiment un modèle de la négociation et surtout aussi de relations personnelles en réalité qui se nouent aussi bien entre Aotourou et Bougainville que par exemple entre Tupaya et Joseph Banks, qui est le scientifique qui accompagne Cook. Et des négociations personnelles, mais aussi dans un contexte, on l'a dit, guerrier. Et Tupaya, il est intéressant notamment parce qu'on va se rendre compte qu'il peut parler avec les habitants des Samoa, si je ne me trompe pas, ou des... Non, de Nouvelle-Zélande. Avec les Maoris de Voilà, avec les Nouvelle-Zélande. Maoris, pardon. Et du coup, que bien que ce soit loin, en fait, c'est un groupe linguistique commun. Et en fait, avoir un interprète dans toutes les situations de navigation, d'entreprises lointaines, de contact avec des populations qu'on sera peut-être amené à soumettre, etc., c'est extrêmement précieux. Alors c'est une histoire absolument extraordinaire parce que donc Tupaya, il faut quand même le présenter un instant, c'est un personnage très particulier parce que c'est un grand prêtre du dieu Oro et c'est un personnage politique important à Tahiti et c'est surtout quelqu'un qui est le dépositaire des savoirs astronomiques et des savoirs de navigation. Il connaît des chemins pour, des itinéraires de navigation pour des dizaines et des dizaines d'îles dans le Pacifique et il va guider effectivement les Anglais jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et il faut imaginer la double surprise. Vous avez la surprise des Maoris de Nouvelle-Zélande qui voient arriver sur cet immense bateau un Polynésien qui connaît qui parle une langue qu'ils comprennent et qui leur parle des légendes de fondation de leur propre culture, puisqu'en fait, tous ces peuples polynésiens ont progressivement eux-mêmes colonisé cette partie du Pacifique en venant de l'Asie du Sud-Est, donc de Hawaï à l'île de Pâques, en passant par la Polynésie et jusqu'à la Nouvelle-Zélande, c'est ce qu'on appelle le triangle polynésien. Ce sont une langue et une culture commune et des dieux communs. Et puis, la surprise des Britanniques qui, à des milliers de kilomètres de Tahiti, voit Tupaya non seulement capable de se repérer, de naviguer, mais capable d'échanger et d'être respecté par les habitants. Alors ça va énormément faciliter la capacité d'interaction des Britanniques avec les Maoris Nouvelle-Zélande, mais surtout ça va leur faire comprendre. C'est le moment, là c'est un moment de bascule, parce que c'est le moment où ils comprennent à la fois la réalité des savoirs locaux et des savoirs spécifiques polynésiens dont Tupaya est le meilleur dépositaire, et où ils comprennent qu'en réalité, ils n'ont pas affaire à des îles isolées et autarciques, mais à un réseau d'îles inscrites à l'intérieur de cette culture polynésienne. Et il y a tout un passage, mais on ne peut pas tout aborder, sur la carte précisément léguée par Tupaya redécouverte. On peut peut-être juste mentionner quand même qu'à travers le livre, on se rend compte que c'est une histoire qui est ancienne, mais qui a été assez récemment redécouverte, et notamment qu'il y a pas mal de petits miracles archivistiques, un manuscrit retrouvé en Australie, un manuscrit retrouvé ici ou là, des manuscrits récemment retravaillés, tel ou tel journal de bord, qui en fait n'avait jamais fait l'objet d'une édition critique. Il a fallu attendre les années 2010 pour que ce soit fait. On a l'impression que c'est à la fois un matériau très ancien qui semblait très familier, parce qu'il y a des grands noms comme Diderot, Cook, Bougainville, Banks, et en même temps, il y a tout un matériau qui a émergé beaucoup plus récemment. Oui, alors absolument. D'abord qui a émergé et puis qui est mieux étudié. Donc la carte de Tupaya, effectivement, on ne va pas le développer, mais c'est devenu une sorte d'élément très important pour une réflexion sur les rapports entre les savoirs européens des Lumières et les savoirs locaux. Mais ce n'est que très récemment qu'on a commencé à comprendre son fonctionnement, puisque c'est une carte qui ne fonctionne pas selon les modèles cartographiques européens. Et donc là, ce sont plusieurs chercheurs qui ont au fond fini par en expliquer le fonctionnement, ou encore effectivement non seulement des manuscrits, des textes, mais par exemple des images qui étaient connues, et c'est par exemple des dessins qui étaient attribués à Joseph Banks, même s'ils paraissaient un peu naïfs. Et grâce à une lettre qui a été découverte relativement récemment, on sait désormais que ce sont des dessins réalisés par Tupaya lui-même. Et alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de manuscrit écrit de la main d'aucun de ces Polynésiens, mais on a néanmoins des dessins faits par Tupaya et qui représentent des moments d'interaction
entre les Britanniques et les Maoris, et puis d'autres qui représentent en particulier ce dessin paysages. qui montre l'échange d'un crustacé et d'un morceau de toile, que j'ai choisi pour la couverture de cette émission en ligne, vous le trouverez facilement, qui est vraiment fascinant parce qu'on est précisément dans l'interaction, le possible malentendu, des gens qui s'accordent mais qui sont quand même séparés sur l'image. Ça résume de manière très très puissante les dynamiques du livre. Alors si on revient à Autourou, ce personnage qui s'est embarqué donc un peu de manière très décidée auprès de Bougainville, et Bougainville finit par l'amener à Paris et il va lui faire rencontrer toute une série de gens, même le présenter à la cour. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça suscite de l'intérêt, mais aussi on va en parler du désintérêt. Et une des questions qui se pose, c'est comment on le nomme, cet homme qui arrive. Alors, on peut l'appeler Autourou ou l'insulaire, mais tout le monde ne l'appelle pas de la même manière. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent utiliser le mot sauvage, d'autres que ça gêne. C'est aussi la période où on discute des enfants sauvages qu'on a découverts, qui ont été élevés dans la forêt, etc. Donc ça rencontre finalement une interrogation qui est aussi celle des Lumières préexistantes sur ce qu'est un sauvage. Est-ce que Autourou, qui est cet homme qui quand même sait converser, il sait faire des choses, il est pas du tout dénué. On voit tous les gens qui le rencontrent disent qu'il est vif. Ça revient très souvent. Est-ce que c'est un sauvage ? Alors, c'est effectivement, le problème, c'est que le terme de sauvage, à ce moment-là, dans la culture des Lumières, de cette tournant des années 1760-70, au fond, il a deux sens. Soit il s'oppose à l'homme civilisé, donc on a l'homme sauvage qui s'oppose à l'homme civilisé. On dirait aujourd'hui que c'est un primitif. Donc, c'est quelqu'un qui est défini par le fait qu'il manque de plein de choses. Et puis, il y a une autre définition possible du sauvage. C'est au contraire ce que Rousseau appellerait l'homme de la nature, c'est-à-dire celui qui, au contraire, se définit par son innocence. Par son innocence, par le fait de n'être pas encore justement corrompu par l'hypocrisie des civilisations européennes. Et évidemment, dans la question de la caractérisation d'Aotourou, cette ambiguïté, est-ce qu'il est celui qui appelle à être civilisé, qui demande à être civilisé, et dans ce cas-là, l'enjeu, ce serait de travailler, que les Européens travaillent à la civilisation de Tahiti, comme ils prétendent avoir travaillé à la civilisation de l'Amérique, ou est-ce qu'au contraire, son rôle et sa fonction sont de porter un reproche vivant aux défauts et aux limites de la civilisation européenne. Ça, c'est un élément qui est très important. Et par ailleurs, évidemment, cela évolue selon le degré de familiarité, de connaissance que les acteurs de cette histoire vont avoir avec Aotourou lui-même. Est-ce que Diderot l'a rencontré ? Alors, c'est une bonne question. Dans le voyage au supplément au voyage de Bougainville, Diderot raconte, un des personnages qui est celui qui est considéré comme le porte-parole de Diderot, dit avoir rencontré Aotourou, et donc décrit Aotourou au début. Il n'empêche que c'est un dialogue et c'est une fiction. Dans sa correspondance, il n'y a aucune trace du fait que Diderot ait véritablement rencontré Aotourou. Donc, c'est possible, c'est très vraisemblable parce qu'il appartenait à des cercles, à des réseaux de sociabilité proches de ceux dans lesquels Bougainville a présenté Aotourou, mais je ne peux pas l'affirmer avec certitude. On se rend compte qu'à Autourou, il est confronté à la fois à de l'intérêt, mais aussi à une forme de curiosité assez futile. C'est la dernière nouveauté dont on parle, mais on en parle une semaine et après on passe à autre chose. Et ça aussi, c'est les Lumières, et c'est ce moment de la célébrité éphémère, et puis d'un intérêt qu'il faut constamment raviver. Et finalement, s'il avait été très brillant et qu'il avait pu parler en français, sans doute on s'en serait entiché davantage. Mais comme il est quand même cette figure de l'altérité, finalement, il lasse très vite. Oui, alors Bougainville va beaucoup le regretter, c'est la curiosité stérile qu'il va décrire. Moi, je m'en suis aperçu, j'étais parti sur une autre hypothèse. J'ai commencé à écrire ce livre en pensant qu'Aotourou avait été une star de la vie parisienne pendant toute l'année qu'il a passée à Paris. Et puis, je me suis rendu compte qu'on a des mentions dans les sources, dans la presse, dans les correspondances pendant 2-3 semaines, puis qu'ensuite il disparaît totalement, alors même qu'on sait qu'il est à Paris. Et donc, évidemment, là, l'absence, le silence de la source devient une information importante qui est ce désintérêt rapide. Alors, vous l'avez dit, effectivement, il y a toute une série de raisons. On ne le trouve pas assez brillant, il ne maîtrise pas le français, ce qui fait qu'il n'est pas
il est vite peu à sa place dans les espaces de sociabilité. Il y a un autre élément qui est qu'on est dans un moment, on rentre dans le début des années 1770, qui est un moment de racialisation des identités, où le discours racial devient, c'est-à-dire un discours qui insiste sur l'importance de la couleur de la peau dans le classement social et moral des individus. Or, à Autourou, et je le dis parce que toutes les sources insistent sur ce point, a une couleur de peau très sombre. Et donc là, il y a un décalage entre le récit de Bougainville qui dit que les Tahitiens ont la peau très claire, que les femmes sont très belles, et le fait que Autourou, qu'il amène à Paris, lui, a la peau très sombre et qu'il est du coup très souvent caractérisé ou qualifié de noir. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que là, derrière l'universalisme affiché des Lumières et de leur caractérisation d'Autourou comme un homme, un individu semblable aux autres, on est dans un moment où cette question de la couleur de peau, alors ça passe notamment par tout un discours, je ne vais pas développer maintenant, mais sur la beauté, et où la beauté ou la laideur d'Autourou deviennent des éléments très importants pour le disqualifier. Donc voilà, on a tous ces éléments-là, et ça m'a fait comprendre une chose, c'est qu'au fond, la curiosité qu'Autourou suscite, elle est une curiosité pour l'altérité. Donc elle est une curiosité rapide, relativement réelle, mais relativement superficielle, et elle n'arrive pas à se transformer en un véritable intérêt pour l'expérience de l'autre. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je me suis mis à réfléchir, et c'est le titre du livre, sur la question du monde commun. Et pourquoi l'illusion d'un monde commun ? Parce qu'au fond, ce moment qui aurait dû être un moment de partage d'expériences aussi différentes se réduit à un moment de curiosité pour l'altérité, mais qui reste enfermé, au fond, dans la reconnaissance de l'autre comme différent. Est-ce que les mêmes limites sont visibles pour le troisième personnage majeur de cette histoire, qui est Mai ou Omai, qui lui s'embarque avec Cook et Banks, qui arrive à Londres et qui, semble-t-il, impressionne davantage les Londoniens que Autourou les Parisiens, à tel point que la Royal Society, la présentation au roi, un grand portrait de lui dont vous faites l'histoire, qui est aujourd'hui un des portraits les plus fameux de la National Gallery. Voilà. Omai, en quoi est-ce que peut-être il cadre plus avec les attentes sociales de la société britannique de l'époque ? Alors je dirais oui et non. Alors c'est vrai que Mai va avoir plus de succès, d'abord parce qu'il est mieux encadré par les institutions britanniques, et surtout parce que à la différence de l'épisode de Bougainville, qui est en réalité un épisode assez isolé, à l'inverse, Mai arrive lors du deuxième voyage de Cook, et dans un moment où il y a une véritable frénésie autour de cette exploration du Pacifique. Et donc, il devient un personnage important des débats sur l'Empire britannique. Et donc c'est le moment où Cook, plus tard, va devenir, à ce moment-là, déjà commence à devenir un des héros de l'impérialisme britannique. Et donc, Mai va pouvoir jouer ce rôle-là. Mais néanmoins, malgré cet intérêt un peu plus soutenu qu'il suscite, là encore, on a une curiosité qui est relativement superficielle. D'une part parce que on voit là aussi que ce qui intéresse les Anglais, c'est Mai en tant qu'il est capable de donner des performances sociales, du sauvage capable de jouer l'anglais. Voilà. Ça les amuse, ça les intéresse, ça les impressionne. Mais en revanche, à partir du moment où il commence à passer du temps à Londres et à s'habiller à l'anglaise, à parler anglais, là, en fait, il ne les intéresse plus parce qu'au fond, comme le dit très bien une des personnes qu'il a le plus rencontrées, qui est Fanny Barney, au fond, elle ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'il aurait à dire. Donc là encore, on a quelque chose qui est une curiosité qui est assez intense, mais en réalité très fugace. Et ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est le fait que, aussi bien Autourou que Mai, leur double de fiction a beaucoup plus marqué la société, la culture européenne que leur voyage à proprement parler.
Ce voyage, il connaît un troisième temps, le temps du retour, et qui est généralement pas interrogé, mais là, vous vous êtes intéressé à ça, et vous avez montré que c'est très compliqué pour eux de revenir, parce qu'il n'y a évidemment aucune forme de liaison régulière, et que le retour même, dans le rare cas où il a lieu, donc pour Maï, il n'est pas triomphal, il se passe pas forcément bien, et que il n'y a pas forcément l'attente du retour, comme si être allé en Europe et revenir allait doter de je ne sais quel prestige symbolique énorme. Il y a aussi des décalages et des malentendus, peut-être cette fois des Tahitiens avec leur propre monde. Oui, c'est un des moments les plus tristes, je trouve, de cette histoire. Je veux dire, c'est que le retour de Maï, alors à Tahiti, enfin d'ailleurs tellement pas à Tahiti qu'on va le réinstaller à Wainé. En fait, Maï espérait vraiment revenir, à la fois être auréolé du prestige de ce long séjour avec les Anglais, et surtout être armé et soutenu par Cook. Et puis il se retrouve en fait dans une situation d'entre-deux, d'intermédiaire, parce que il n'a pas véritablement le soutien militaire des Anglais, qui eux-mêmes, qui néanmoins l'ont ramené, lui font construire une maison, le réinstallent, mais ne lui donnent pas du tout les armes ni le soutien militaire qu'il espérait. Et par ailleurs, il s'est assez largement coupé en fait des clans tahitiens, ce qui fait qu'il va être très vite menacé dès son retour. En fait, il est vu surtout comme une proie dont on pourrait s'approprier les biens. Et donc, ce retour est extrêmement décevant, hein, pour Maï, qui, au fond, d'une certaine manière, s'aperçoit qu'il a été un peu le jouet de cette histoire. Aoturu, lui, il ne revient jamais, ou plutôt il essaie de revenir, mais il meurt en chemin. Oui, il est obligé de... Là, c'est aussi effectivement les difficultés de ce type de voyage. Bougainville va financer son retour jusqu'à l'île de France, c'est-à-dire l'actuelle île Maurice, mais il doit attendre pendant 1 an qu'une expédition soit montée, et entre-temps, il va attraper la variole et il meurt au large de Madagascar. Ces personnages donc, qui ont pas tant marqué que ça de leur vivant, ils marquent, vous l'avez dit, dans les écrits. On va les retrouver chez toute une série d'auteurs, chez Louis-Sébastien Mercier, qui imagine l'avenir et qui donne une place à Tahiti dans son uchronie des Lumières. Et puis une auteure féminine, Joséphine de Montbard, qui est l'un des rares regards un peu dissonants, un peu discordants, en particulier au regard de de toutes les accumulations de lieux communs sur les Tahitiens libres sexuellement. Elle sait pas, on sort un petit peu avec elle de ce type de récit. Alors ça a été une grande découverte, assez exceptionnelle, parce que donc on a ce roman, hein, Les Lettres tahitiennes, écrite par une autrice qui n'est pas extrêmement célèbre. Et il a fallu que ce soit c'est évidemment pas un hasard, que ce soit une femme, une romancière, qui, dans un texte qui est un texte de fiction, hein, qui surfe sur la vague des lettres, hein, les lettres persanes, les lettres d'une péruvienne, eh bien, elle imagine une fiancée d'Aoturu qui serait restée à Tahiti. Et elle imagine qu'elle écrit des lettres et dans lesquelles elle décrit en fait la violence, et notamment la violence sexuelle et coloniale qui s'exerce sur elle. Et donc, je trouve ça absolument extraordinaire, là aussi, sur au fond une sorte de pouvoir de la fiction, d'avoir été capable de percevoir ce que les anthropologues vont mettre 2 siècles à comprendre, c'est-à-dire que derrière ce récit de paradis et d'entente érotique, en réalité, il y avait une réalité beaucoup plus scabreuse et sombre, qui était celle des violences sexuelles coloniales. Et c'est de ce point de vue-là, c'est un texte qui mérite d'être connu, parce que il montre le fait d'élargir un peu le corpus de ces textes fictionnels, fait surgir comme ça des pépites. Alors évidemment, ce livre que vous venez d'écrire, si on cherche à le monter en généralité, il va rencontrer des grands débats sur les lumières avec la majuscule qui s'impose, qui seraient les lumières humanistes ou les lumières colonialistes, les lumières émancipatrices ou au contraire les lumières préfigurant la rationalité occidentale dominatrice du 19e siècle. C'est pas exactement votre projet de répondre à ça. En même temps, vous pouvez pas non plus faire comme si ça ne faisait pas écho à ces débats. Alors comment on peut situer finalement les leçons d'Aoturu, de Maï, de Tupai par rapport à ces grands schèmes qui structurent notre rapport aux Lumières? Alors,
Au fond, de ce point de vue-là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une sorte de changement d'échelle dans mon travail, parce que dans mon livre précédent sur l'héritage des Lumières, j'avais consacré pas mal de temps à discuter justement sur un plan à la fois théorique et d'histoire des idées, cette question des rapports entre universalisme, impérialisme, eurocentrisme, etc. Et là, ça m'a intéressé. Et pour aller vite, j'en avais conclu à l'ambivalence foncière des Lumières. J'avais essayé d'écarter cette alternative que vous venez de décrire entre des Lumières universalistes, généreuses et humanistes, et puis des Lumières colonialistes, en montrant qu'en réalité, d'abord, les Lumières, ces débats sont des débats marqués par la pluralité, par des tensions, etc. Et que, au fond, fondamentalement, ce qui les caractérise, c'est un rapport extrêmement ambivalent et ambigu à l'idée même d'un universalisme eurocentré, si on peut le dire ainsi. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était au fond de reprendre ces questions, mais à l'échelle de ces expériences et de ces récits. Et j'y ai retrouvé, alors on va me dire ça tombe bien, peut-être que c'est ce que j'y cherchais, mais j'y ai retrouvé la même chose, c'est-à-dire une ambivalence foncière qui est très frappante chez Diderot, hein, par exemple, puisque c'est le texte dont je suis parti, qui est un texte absolument fondamental, le supplément Voyage de Bougainville, qui est en fait un grand texte anticolonialiste, qui est peut-être le texte un des textes les plus virulents des Lumières contre les prétentions européennes, contre les ambitions européennes, contre la colonisation européenne, et même contre les Lumières, hein, puisque le vieillard tahitien dit à Bougainville, dans le texte de Diderot, « Nous n'avons pas besoin de tes inutiles lumières ». Donc c'est une espèce d'autocritique très puissante de l'arrogance européenne. Et en même temps, même dans ce texte-là, Diderot, au moment où il cite Aotourou, où il l'évoque, eh bien, au fond, il le réduit à un personnage de victime, d'enfant. Il le ridiculise même. Il le ridiculise à un moment, dans une scène justement sexuelle, puisque Aotourou se jette sur les femmes qu'il rencontre pour leur faire, dit Diderot, la politesse de Tahiti. C'est très frappant parce que le texte, par ailleurs, le texte de Diderot est une sorte d'utopie, plus ambiguë qu'on ne l'a dit, mais j'y reviens plus loin dans le livre, mais en tout cas, un texte, une utopie fondée sur la liberté sexuelle, mais dans ce petit passage, il joue plutôt sur la connivence grivoise avec ses lecteurs sur le dos d'Aotourou. Donc déjà, c'est moyennement fair-play, mais par ailleurs, encore plus fondamentalement, il le réduit à un rôle d'enfant mélancolique qui est un peu le jouet du destin, qu'on a amené là. Alors peut-être on l'a trompé, peut-être qu'il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Et en tout cas, il a ce passage très, 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 très frappant où il dit que de toute façon, Aotourou n'a rien pu comprendre de ce qui lui arrivait parce qu'il n'avait pas dans sa langue les mots nécessaires, ni les idées nécessaires pour le comprendre. Et donc, il y a cette idée que Diderot est obligé de créer des personnages, des Tahitiens de fiction, qui sont en fait évidemment des marionnettes, hein, et qui lui permettent de ventriloquer, pour tenir ce discours critique. Donc même lorsque les Lumières sont dans leur versant le plus autocritique, qui évidemment est un versant qui, moi, m'est sympathique. Ce texte de Diderot, je l'ai souvent cité pour justement mis en valeur, pour dire, regardez, les Lumières, c'est pas le colonialisme que vous croyez. Finalement, les Lumières étaient woke avant l'heure, les Lumières étaient anticoloniales, ce qui est vrai. Et néanmoins, dans ce texte-là, surgit quand même une forme assez pénible de paternalisme à l'égard de ces Tahitiens, une incapacité justement à les faire entrer dans un monde commun. C'est pour Diderot, c'est une incroyable opportunité pour exercer sa virtuosité critique, mais il reste extérieur à ce monde commun qui est celui de la rationalité et de la pensée critique. Merci beaucoup, Antonietti. Est-ce que pour terminer, il y aurait un livre que vous voudriez conseiller à ce micro ? Il
Il y a un livre qui vient de paraître, qui est paru cet été, d'une collègue américaine qui s'appelle Miranda Spiller. Alors, le livre est en anglais. Ça s'appelle Slaves in Paris, mais on peut espérer qu'il sera bientôt traduit. Alors, ça fait écho à la discussion qu'on avait tout à l'heure lorsque vous évoquiez le livre de Julie Duprat sur Casimir Fidèle, parce que c'est un livre qui porte sur les esclaves à Paris au XVIIIe siècle. Très beau livre d'histoire sociale et d'histoire culturelle à partir des archives de la police et des traques d'esclaves à Paris au XVIIIe siècle. Donc, c'est un renouvellement de cette question et de ce domaine. Voilà. Miranda Spiller, Slaves in Paris, qui, je l'espère, sera bientôt traduit en français. Alors, on mettra la référence sur le site Parole Histoire. Merci beaucoup, Antoine Lilti. Merci. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.